Avant de parler donc de cette fameuse loi Duplon sur laquelle le Conseil constitutionnel va rendre son avis aujourd'hui, l'actualité c'est aussi cet incendie très difficilement contrôlable dans l'Aude, plus de 16 000 hectares brûlés, une femme décédée, ce qui en fait un des feux les plus dévastateurs jamais enregistrés en France selon Bruno Retailleau. Que vous inspirent ces images que l'on voit à l'antenne actuellement ? C'est des images dramatiques parce que c'est une des conséquences du dérèglement climatique, ce qu'on appelle des méga-feux. C'est ces feux qui sont amplifiés par les conditions climatiques. Et donc, au-delà du fait que le dérèglement climatique impacte la forêt dans son cycle annuel, avec des arbres qui ont du mal à prendre le départ, avec des taux d'humidité qui font qu'on a des espaces forestiers qui sont extrêmement vulnérables au feu, le fait qu'on soit à des températures caniculaires, des vents violents, augmente ces méga-feux et rendent la lutte, le combat contre ces feux extrêmement difficile. Vous le disiez, avec le réchauffement climatique, ces feux ils vont vraisemblablement se multiplier. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à l'avenir à ces feux ? Il faut travailler sur la diversification des essences. On voit bien que, par exemple, les forêts de conifères sont beaucoup plus sensibles à ces feux-là. Il va falloir repenser l'entretien des forêts et peut-être revenir à ce qu'on appelle le sylvopastoralisme. On sait que des espaces bien entretenus par des chèvres, par exemple, sont moins sensibles, moins vulnérables au feu. On l'avait vu l'an dernier ou il y a 2 ans, plutôt dans les Monts d'Arrée. C'était à couper au couteau entre la zone forestière entretenue par des troupeaux et celle qui ne l'était pas. Alors on va venir sur cette actualité aussi très, très importante aujourd'hui. Vous êtes donc député écologiste de Charente, mais aussi agriculteur. Charente-Maritime. Charente-Maritime, pardonnez-moi. Vous attendez donc avec impatience, j'imagine, l'avis du Conseil constitutionnel aujourd'hui sur la loi Duplon. Je rappelle que vous aviez voté contre cette loi avec vos collègues du Nouveau Front Populaire. Vous attendez quoi des sages du Conseil aujourd'hui ? Qu'ils entendent ce qu'on avait essayé de mettre en évidence dans les amendements qu'on souhaitait porter au débat lors du vote de la loi Duplon et qui nous ont été empêchés parce qu'on a choisi le 49.3 parlementaire avec cette motion de rejet préalable portée par le rapporteur lui-même. Moi, j'étais l'artilleur en chef de ces amendements, j'en avais déposé 452, c'était pas des amendements d'obstruction, ça, il faut déconstruire ce message qui consiste à penser qu'on ne voulait pas le débat, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que ce texte extrêmement dangereux... Vous vouliez le détricoter ? On voulait même saisir l'opportunité de ce texte pour un vrai débat sur l'agriculture, parce qu'il y a un vrai sujet de revenus des agriculteurs, de souveraineté alimentaire, que ce texte ne règle absolument pas. La souveraineté alimentaire, ce qui la menace aujourd'hui, et c'est le lien d'ailleurs avec les incendies dont on parlait juste avant, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique, c'est pas la suppression d'une molécule ou d'une autre. Si on n'a plus d'insectes pour venir polliniser les fleurs qui portent des fruits, des grains ou des légumes, la souveraineté alimentaire va s'effondrer et plus on va utiliser de pesticides, plus la souveraineté alimentaire effectivement est menacée parce que l'effondrement de la biodiversité est amplifié, parce que le dérèglement climatique est amplifié. Alors avant d'arriver au fond justement de cette question de l'acétamipride, sur quel motif selon vous le Conseil constitutionnel pourrait censurer cette loi ? Alors, il y a la forme, hein, c'est-à-dire que je viens d'en parler, cette motion de rejet préalable, c'est parfaitement inédit, et donc ça peut interpeller le Conseil scientifique, d'autant plus que s'il vérifie les amendements... Conseil constitutionnel, pardon. Mais il faudra faire référence à la science, et c'était une partie de ma réponse. Mais si le Conseil scientifique a étudié les amendements, et notamment les 452 que j'avais déposés, ils verront bien qu'il y a un autre chemin, et que l'absence de ce débat est quand même une violation de la démocratie sur ce sujet extrêmement stratégique qu'est l'agriculture. Et puis, il y a le code de l'environnement qui est versé dans la Constitution, le principe de non-régression. Quand on a déjà une loi... Le principe de précaution aussi bien sûr, le principe de précaution, le principe de prévention, et on peut en parler. C'est-à-dire que le principe de précaution, il doit s'appuyer sur 2 pieds. Mais quand on a autant de faisceaux de doute sur la dangerosité des pesticides en général, et pour moi, il n'y a pas que le sujet de l'acétamipride dans cette loi, il y a les pesticides en général. Et qu'à côté, parce que pendant qu'on utilisait beaucoup de pesticides ces 60 dernières années, l'agronomie a fait des avancées colossales pour porter des alternatives. Quand on nous dit pas de suppression sans solution, eh bien, l'agronomie est une solution. Il y a vos collègues aujourd'hui, agriculteurs, qui disent « mais moi, cette molécule, j'en ai besoin ». Lesquels ? Les producteurs de noisettes. Lesquels ? Les producteurs de noisettes. On en avait encore hier soir dans le journal de 20h sur France 2, qui disent « moi, je ne peux pas faire sans, je perds de ma production ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, je leur dis que c'est ce que j'allais vous dire, l'agronomie a fait des avancées. Et que quand on convoque les logiques agroécologiques, on a des réponses. On a des producteurs de betteraves qui savent faire sans acétamipride. On a des producteurs de noisettes qui savent faire sans acétamipride. Et
Et je vous invite à regarder à qui bénéficie la loi du plomb. C'est 3% des éleveurs qui veulent des grands bâtiments d'élevage et qui veulent faire remonter les seuils sur les installations classées au titre de l'environnement. C'est les 6% d'agriculteurs, seulement 6% des agriculteurs qui irriguent et qui veulent des méga-bassines. Quand j'entends un président de la République, un Premier ministre ou même une ministre de l'Agriculture dire « il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans irrigation », c'est parfaitement méprisant, pour ne pas dire insultant, pour les 94% d'agriculteurs qui continuent de faire de l'agriculture sans avoir accès à l'eau et qui sont en difficulté sur la problématique de la gestion de la ressource en eau parce que ces 6% les ont confisqués dans des méga-bassines ou pas. Et puis il y a l'acétamipride. Il n'y a que 4,3% des surfaces qui peuvent être concernées par l'utilisation de l'acétamipride. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est que 4,3%. Sauf que ces 4,3% vont sévèrement impacter des ressources vitales comme l'eau qu'on boit tous les jours, l'air qu'on respire à chaque instant. Cette question de la rentabilité des exploitations, est-ce que comme votre collègue Sandrine Rousseau, vous dites la rentabilité, j'en ai rien à péter? Je dis pas comme Sandrine Rousseau, moi je dis que les études de la rentabilité proposées par les centres de gestion spécialisés sur les sujets agricoles disent que ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont ceux qui se tournent vers l'agroécologie. C'est-à-dire que cette agriculture du XXe siècle, qui est en addiction des pesticides, des engrais de synthèse, s'en sort beaucoup mieux. C'est compliqué avec justement l'agro-industrie qui tire les prix vers le bas, qui demande de plus en plus de rentabilité. Comment on fait? Eh bien, je vais vous faire une réponse d'un élu qui a un fort attachement à ce qu'est l'intérêt commun. Quand on parle d'agriculture, on parle d'alimentation de tout le monde. On parle de l'eau qu'on boit tous les jours, on parle de l'air qu'on respire, on parle de la santé de tous, et on parle aussi de beaucoup d'argent public. Et c'est là où les politiques publiques peuvent jouer un rôle. C'est-à-dire que ce qu'on attend, c'est pas une loi du plomb qui va servir cette frange extrêmement restreinte d'agriculteurs qui ont intérêt à ce que propose la loi du plomb. Ce qu'on a besoin, c'est de politiques publiques qui remettent les choses à l'endroit, qui rémunèrent dignement les agriculteurs. Et je parle de rémunérer des agriculteurs qui prennent soin de la biodiversité, qui prennent soin du climat, qui prennent soin des ressources vitales et qui les accompagnent dans cette bifurcation agroécologique. Et tout le monde sortirait gagnant si ces politiques publiques changeaient. Sauf que c'est pas l'orientation qui est en train de prendre Bruxelles avec le projet de nouvelle politique agricole commune. C'est pas les orientations que souhaite prendre ce gouvernement, à continuer de penser que c'est cette agriculture-là qui va sauver la souveraineté alimentaire. Justement, si le texte il est validé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, la décision revient à Emmanuel Macron de promulguer le texte ou pas. Vous lui demandez de ne pas le promulguer? Bien sûr qu'il ne faut pas le promulguer. Ça serait pas remettre en cause la parole des parlementaires qui sont des élus quand même, malgré tout. À quoi sert alors l'outil de la pétition à l'Assemblée nationale où, quand des citoyens signent cette pétition, et l'identification n'est pas contestable, on leur permet, s'il y a 100 000 signataires, d'avoir un débat en commission, 500 000 un débat en hémicycle. Là, il y a plus de 2 millions de citoyens qui ont signé cette pétition. C'est un outil de la démocratie qui a été mis à disposition des citoyens. Demain, une pétition doit pouvoir changer la loi, pardon de ce parallèle, mais si demain une pétition dit qu'il faut rétablir la peine de mort, par exemple, est-ce qu'il faut relancer le débat politique parlementaire? Mais ce que peut en faire M. Macron de cette pétition, c'est de dire, puisque le débat doit avoir lieu, puisque c'est ça que permet la pétition qui a été signée par 2 millions de citoyens, puisque il y a débat autour de au moins ces 3 sujets-là, les pesticides, l'eau et les bâtiments d'élevage, eh bien faisons un débat avec vote à l'issue et remettons sur la table un vrai débat où les amendements des gens sérieux dont je fais partie seront examinés vraiment en profondeur et où on aura un vote qui sera peut-être un peu différent à la lumière de ces débats que celui auquel on a assisté le 8 juillet dernier. Est-ce que la solution, très rapidement, ça ne serait pas qu'Emmanuel Macron fasse un référendum sur cette question? Ça lui appartient, il a promis un référendum, c'est peut-être l'opportunité pour tenir promesse et vérifier que les citoyens, tout en étant solidaires des agriculteurs. J'insiste, je suis moi-même agriculteur. Et moi, je subis pas d'agribashing. Au contraire, moi, je suis victime d'agro-loving. C'est-à-dire que j'ai des gens de la société civile qui adorent ce que je fais sur ma ferme. Une ferme qui produit, qui permet de tenir la souveraineté alimentaire. Eh bien, c'est l'occasion, sur un sujet aussi stratégique que l'agriculture, de consulter les citoyens.